13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h32 sur Europe 1, vous écoutez Céline Géraud, Europe 1, 13h, la suite avec vos deux chroniqueurs, Céline, Paul Melun et Gabriel Cluzel. Et j'en parlais il y a quelques instants, je vous propose d'écouter Mayar Monchipour, cet ancien boxeur français d'origine iranienne qui a critiqué le port du voile et il réagissait aux propos de Teddy Riner que je viens d'évoquer il y a quelques instants. Il était au micro de Pascal Praud dans Pascal Praud et vous ce matin sur Europe 1. Une petite fille qui naît, vous croyez qu'elle a envie de se couvrir entièrement quand il fait 40 degrés? Non. On lui fait croire qu'un Dieu créateur leur a dit qu'à partir de l'apparition de leur menstruation, tu dois te cacher au vu des hommes. Mais allez savoir pourquoi. Parce que ces hommes ne savent pas se retenir, tu dois te cacher au lieu qu'ils se cultivent et qu'ils s'instruisent. J'avais dit la phrase très précise à une ancienne ministre: si dans 20 ou 30 ans, votre fille se fera insulter ou se fera molester ou gêner juste parce qu'elle est habillée normalement, vous en serez fautif. Personne n'imagine qu'en France, dans 30 ans, il y ait une révolution islamique dans notre pays qui oblige les femmes à être couvertes toujours et tout le temps comme en Iran. Alors je vous pose la question, est-ce que vous pensez que c'est possible? Je crois qu'à la mollesse des uns et des autres, avec ce fameux mot que je rejette d'inclusion à tout prix, ils y viendront. Les lois ne seront pas changées, mais l'école sera attaquée après le sport. Après l'école, ça sera dans la rue. Mais le voile en soi n'est pas un objectif. L'objectif, c'est l'application d'une loi divine qui a été créée par des bédouins au milieu d'un désert il y a 1400 ans à l'ensemble de notre Europe, de notre France, de notre monde. Paul Melun, une réaction sur ce port du voile dans le sport qui prend, voilà, c'est une polémique qui commence à prendre de l'ampleur. Le débat, notamment entre ce boxeur, cet ancien boxeur, et Teddy Riner est très intéressant. Parce qu'en fait, il y a une opposition folle entre ce monsieur que nous venons d'écouter, qui lui parle avec l'expérience du réel, c'est-à-dire l'Iran, c'est-à-dire ces femmes qui en Iran risquent leur vie, ou risquent la prison, ou risquent la violence pour refuser de porter le voile, et Teddy Riner, qui lui a une lecture plus conforme, et je le déplore, à une partie de des jeunes générations, c'est-à-dire, après tout, on fait ce qu'on veut. Si on veut porter son voile quand on fait du sport, on le porte, et je vois pas où est le problème. En gros, le modèle multiculturaliste des Sports aussi, anglais. Marie Barsac. La ministre des Sports, elle a parlé à peu près comme une majorité, à mon avis, de jeunes sportifs qui sont dans une génération qui comprend mal la laïcité et qui considère que de toute façon, il n'y a pas de sujet. Mais ce que dit Mayar Monchipour aussi, c'est que c'est un premier step, en fait, c'est une première marche. Oui, voilà, mais parce que lui, encore une fois, ce que je dis, c'est l'expérience du réel. Lui, il a vu comment ça s'est passé avec les mollahs en Iran, et on ne peut que lui donner raison. Dans tous les pays aujourd'hui du monde arabo-musulman, dès lors que l'islam politique a commencé à phosphorer, à prospérer, le nombre de voiles se sont multipliés, la société s'est islamisée, et les femmes qui ne portaient plus le voile, mais du reste les homosexuels, les juifs, ont été ou chassés, ou maltraités, ou violentés, ou discriminés. C'est intrinsèquement lié. Il peut pas y avoir, si vous voulez, un pays islamique qui est la charia, admettons, la loi islamique, qui disent non, venez comme vous êtes, ne portez pas le voile si vous voulez, vous pouvez être homosexuel, vous pouvez commettre l'adultère, il n'y aura pas de souci. Il y a une incompatibilité de fond entre la loi islamique et tout ce que je viens de citer là. Et le voile en fait partie. Donc, il parle d'or, il a raison. Maintenant, c'est très difficile à envisager pour nous, surtout dans une jeune génération qui a les yeux rivés vers les pays anglo-saxons, dans lesquels il peut y avoir, regardez en Angleterre, des tribunaux islamiques, et où personne n'y trouve rien à redire là-bas. Donc, à un moment donné, il y a un choix de civilisation. Est-ce qu'on veut devenir une société multiculturaliste comme les Anglais, ou est-ce qu'on veut garder notre modèle laïque, républicain, universaliste, auquel cas, il va peut-être falloir revoir notre politique migratoire. Gabriel Cluzel. Moi, je suis fascinée de voir à quel point c'est cette histoire éternelle de Cassandre. Il faut pas être Cassandre, parce que les lanceurs d'alerte, personne les écoute. De fait, ce monsieur, il connaît l'Iran. Et il s'est passé exactement le même phénomène. C'est-à-dire qu'il y avait une gauche qui a servi d'idiot utile. Alors, il convenu de dire d'idiot utile. Moi, je les trouve pas si idiots. Utiles, ils le sont, mais ils nous prennent pour des idiots. Pour finalement pousser le régime des mollahs. Et là, mutatis mutandis, il se passe rigoureusement la même chose. Alors, c'est très intelligent parce que les frères musulmans se servent d'un double levier, celui de l'islamophobie et du sexisme, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'ils renversent la rhétorique et ils disent « Mais comment ça, vous voulez dicter à des femmes la façon dont elles doivent s'habiller? Si elles veulent mettre un voile, c'est très bien. Et pourquoi elles n'auraient pas le droit de le mettre pour faire du sport, etc. » Donc tout le monde est tétanisé de peur d'être accusé d'islamophobie et d'opprimer les femmes. Donc il y a quand même quelque chose d'extrêmement intelligent derrière. Et il faut se rendre compte aussi, on parle beaucoup de séparatisme. Moi, j'avais été frappée de voir que la loi, vous savez, elle avait changé de nom.
Hein, oui, elle a été devenue séparatisme. Mais séparatisme, c'est pas vrai. C'est très minorant comme mot. Séparatisme, ça voudrait dire que vous avez des gens qui veulent vivre à leur façon et qui voudraient vivre à côté de nous, qui vivons à la nôtre. Non, ils veulent que nous vivions aussi de leur façon. C'est pas du séparatisme. Si avec du séparatisme, je dirais que c'est presque pas si grave. Là, le problème, c'est qu'il y a un islam conquérant qui veut nous imposer ses mœurs, c'est tout. Et on va écouter Bruno Retailleau, justement, très ferme, le ministre de l'Intérieur qui était sur Europe 1 et CNews ce matin, très ferme sur le voile dans le sport. Le voile n'est pas la liberté et Mayar Monchipour l'a très bien dit, il a parlé du voile comme d'un linceul qu'une idéologie religieuse, donc l'islamisme, souhaite mettre sur les femmes. Et il est, je pense, bien placé. Lui qui vient de l'Iran, il est maintenant français, mais il sait que dans son pays d'origine, dans son pays natal, des femmes meurent pour pouvoir se dévoiler. Donc non, le voile n'est pas le symbole de la liberté, c'est le symbole, le signe de la soumission. Il n'est pas non plus le marqueur de l'égalité. Au contraire, il conteste radicalement l'égalité entre les hommes et les femmes. Il est, là encore, le signe de l'infériorisation du statut de la femme. En quelques mots pour enchaîner. Très court, je trouve qu'il a raison, Bruno Retailleau. Le problème, si vous voulez, c'est que dans ce qu'il dit, il démontre ce que disait Gabriel Cluzel à l'instant, c'est-à-dire que dans la dialectique des frères musulmans, dans la dialectique des islamistes, on va nous dire Bruno Retailleau est islamophobe, parce qu'il explique que voiler les femmes, c'est une forme d'inégalité. Eh bien, Bruno Retailleau qui a annoncé aussi ce matin sur Europe 1 et CNews, au micro de Sonia Mabrouk, qu'il va déclassifier un rapport sur l'entrisme islamiste. On l'écoute. C'est un islamisme à bas bruit, avec un discours très lisse, avec une rhétorique habile, où ils reprennent nos concepts, ils retournent par exemple l'argument de la liberté contre la démocratie libérale. Pour moi, le voile n'est pas le marqueur de la liberté, c'est le marqueur de la soumission de la femme par rapport à l'homme, c'est le marqueur d'un apartheid aussi, au sein de notre société. Malheureusement aujourd'hui, il est classifié confidentiel, un rapport absolument alarmant sur les visées des frères musulmans. Vous en avez déjà parlé. Je vais le déclassifier. Voilà, il veut déclassifier le rapport. C'est intéressant, je trouve. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que précisément Bruno Retailleau, il est beaucoup dans le témoignage, c'est-à-dire qu'il dit si je pouvais, je ferais ceci, mais là, je peux pas le faire. Là, il y a quelque chose qu'il peut faire. Moi, ça fait longtemps que je le dis sur ces plateaux. Les accords de 68, c'est plus compliqué. Voilà. Non, mais c'est intéressant. C'est déjà faire connaître aux Français la vérité. C'est-à-dire montrer tout ce à quoi accède le ministre de l'Intérieur. Vous savez, les ministres de l'Intérieur, ils disent souvent, oh là là, tous les matins, on avale un bol de crapaud quand on voit ce qui se passe en France. Si vous saviez, c'est comme ça que Gérard Collomb avait dit, pour le moment, nous sommes côte à côte, nous finirons peut-être face à face. On a envie de dire, mais expliquez-nous ce qu'il faut que nous sachions. Nous aussi, on a le droit de savoir. On n'est pas des enfants. Donc là, il peut le faire, Bruno Retailleau. Ça fait partie de ses prérogatives et je trouve que c'est intéressant, c'est-à-dire d'être transparent. Voilà la situation de la France. Il a un rapport sur l'entrisme des frères musulmans. Eh bien, c'est intéressant de le déclassifier puisque les Français ont le droit de savoir. Je voulais simplement terminer sur le voile islamique. Moi, ce qui m'avait frappé et ce qui nous rend faibles, c'est la pusillanimité et le changement de discours. Vous savez, il y a eu un moment où Emmanuel Macron disait le voile islamique ne fait pas partie de nos civilités. Puis après, il a dit, je me souviens, il avait été interrogé par une jeune femme voilée, que c'était très bien, que c'était merveilleux de la voir bien intégrée avec son voile. Donc, si vous voulez, le ministre de l'Intérieur seul ne peut pas tracer sa route et imposer son son de cloche. Et Marine Le Pen a réagi ce matin. Elle dit « J'écoute le ministre de l'Intérieur sur CNews, sur son réseau social. Il semble avoir des éléments précis sur la dangerosité des frères musulmans. Nous alertons sur cette dangerosité depuis des années. Qu'attend Monsieur Retailleau pour interdire cette organisation, ce courant totalitaire qui étend ses tentacules partout jusqu'au cœur de la mosquée de Paris, offerte aux musulmans en remerciement des Français musulmans combattants de la Première Guerre mondiale. Paul Melun. Oui, la notion de interdire, j'ai du mal à voir concrètement ce que ça peut donner. Non, mais classer terroriste, c'est peut-être ce qu'elle voulait dire, je ne sais pas. Oui, peut-être. Parce que on interdit bien certaines organisations d'extrême gauche. Bien sûr, mais c'est inefficace. C'est-à-dire que on peut pas dissoudre les idées, les concepts, ce que les gens ont dans la tête. Si vous avez une partie de la communauté musulmane qui est séduite par le discours de l'islam politique et que ce discours de l'islam politique se diffuse via les réseaux sociaux, les prêches à la mosquée, certains livres ou je ne sais quoi, vous n'allez pas interdire tout cela. C'est impossible. Mais vous savez bien que l'Égypte avait déclaré les frères musulmans organisation terroriste. Il y a des pays comme ça qui l'ont fait. Voilà. Oui, pourquoi pas. Mais regardez, par exemple, le CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France, on l'a dissous, il s'est reformé à Bruxelles. Là-bas, c'est évidemment beaucoup plus hospitalier pour l'islam politique. Et dès lors, maintenant, il continue à travailler en sous-main en France et
ils travaillent même dans toute l'Europe. Donc c'est très difficile. Moi je pense qu'il faut agir en amont sur la question de l'immigration, ensuite sur la question de la culture et de l'éducation chez les plus jeunes, chez les enfants issus de l'immigration, notamment nord-africaine, proche et moyen-orientale, en essayant de leur inculquer les valeurs de la France, de la démocratie, de la laïcité, l'amour de la France. Mais si vous voulez, ça prendra des décennies si on veut le faire, et ça commence par couper un peu le robinet de l'immigration massive. Si on ne fait pas tout ça, on pourra interdire tout ce qu'on veut, ce sera vider l'océan Atlantique avec une petite cuillère, quoi, hein. Et j'en profite pour vous parler justement de ce sondage qui a été publié hier en collaboration avec le CRIF et l'Institut supérieur du travail. 46% des salariés de 18 à 24 ans jugent acceptable de refuser de s'asseoir là où une personne de l'autre sexe s'est assise, ou alors 37% des salariés qui déclarent déjà avoir été confrontés à des faits religieux sur leur lieu de travail, mais ils sont 67% chez les 18-24 ans. Gabriel Cluzel. Alors la première assertion, je la trouve complètement dingue. Les 46% qui refusent de s'asseoir là où quelqu'un du sexe opposé s'est assis. Alors là, je sais pas, je tombe de l'armoire. Là, je sais pas dans quel pays on est, mais on est en France. Après, le sondage, ce qui m'ennuie un peu, c'est que je ne sais pas très bien ce qu'ils entendent par faits religieux. Le problème, c'est que l'idée, c'est de dire que les jeunes acceptent plus les faits religieux en entreprise que leurs aînés. Oui, mais les faits religieux, on parle un peu comme l'Angleterre victorienne, vous savez, qui voilait les pieds des pianos parce qu'on n'osait pas dire les mots. Les faits religieux, c'est pas Marie-Charlotte qui a une petite médaille au fond de son corsage. Donc, ce qui interpelle aujourd'hui, c'est des manifestations d'un islam conquérant qui veut s'imposer. Voilà, alors on parle de faits religieux, donc ça rend les analyses très compliquées parce que moi, je peux vous dire que j'ai rencontré des faits religieux. Encore une fois, c'est très. On aimerait quelque chose de plus précis et puis de franc. Il faut être transparent sur ces sujets. Un mot sur ces deux statistiques. Il est incontestable que, il y a une progression de l'exercice, on va dire, visible de l'islam, du culte, y compris en entreprise, il y a plein de scènes, il y a des livres entiers qui ont été écrits là-dessus, des reportages, des analyses sociologiques très bien faites qui expliquent à quel point il y a des choses qui se font aujourd'hui en France qui ne se faisaient pas jadis. Les prières de rue, et il m'est arrivé d'aller en vacances sur l'autoroute et de trouver dans les stations-service des petits tapis de prière disposés tout autour de la station-service. C'est quelque chose qu'on voyait pas avant. Ou des gens qui font leurs ablutions dans les WC de la station-service. C'est juste qu'en fait, il y a un phénomène d'islamisation, d'expansion de l'islam dans toute l'Europe, y compris et singulièrement en France, et que du moment qu'il y a ce phénomène-là, eh bien, on pratique son culte au grand jour. Et ensuite, la génération jeune, c'est ce que j'ai tout à l'heure, notamment les moins de 30 ans, ont un rapport à cela qui est un peu plus permissif que leurs anciens, qui eux ont connu la liberté de conscience, la laïcité, et qui étaient plutôt une génération qui était plutôt des bouffeurs de curé, pardon l'expression, de gens qui considéraient que le diable c'était le catholicisme. Donc c'est marrant, enfin c'est marrant, c'est pas marrant. Même les bouffeurs de curé générationnel très important. Ont tendance à favoriser l'islam. Je pense à la libre pensée. Ils sont très durs avec le christianisme, mais aujourd'hui il y a des gens qui sont très laïques avec la religion chrétienne et pas trop avec la religion Gabriel Cluzel, intarissable. Gardez-en un peu sous la chaussette parce qu'on va continuer à parler de ce qui se joue aujourd'hui, l'actualité, notamment l'impuissance de l'État face à la délinquance juvénile. Bruno Retailleau ce matin l'annonce, il veut réformer la justice pour les mineurs. On va en parler, à tout de suite. Il est 13h44 et vous écoutez Céline Géraud sur Europe 1.